Jungle. Allez, ça y est, bonjour à tous, merci de nous retrouver dans ce radio hebdomadaire sur Sport FM, c'est tous les vendredis à partir de 14h, dans le nid des éperviers DLNDE numéro 51. Nous décryptons l'actualité des sélections, les joueurs, les staffs techniques, le COMEX et toute l'ambiance autour. Et dans le nid des éperviers, toutes catégories confondues, ensemble, on continue la mobilisation et l'intensification de la sensibilisation pour le meilleur du football au Togo. Au menu du jour, épervier dames U20 avec le tournoi UFOA-B, voilà, au Ghana et le Togo déjà éliminé avant même de disputer le dernier match contre le Niger. Quels enseignements peut-on tirer de la participation togolaise? Était-il important d'envoyer les filles à ce tournoi alors qu'il n'y avait pas de championnat? La grande interrogation y reviendra. Troisième stage des U20 garçons, cette fois-ci, pour préparer le tournoi UFOA-B de la catégorie qui a lieu en République de Côte d'Ivoire en juillet prochain. Que peut-on attendre de cette participation des éperviers U20? Et puis, qualification Cannes 2023, la 5e journée qui se projette à l'horizon avec le match Eswatini-Togo en l'esprit. C'est toujours en Afrique du Sud en juin prochain. En tout cas, juin, c'est déjà prochain, c'est dans quelques semaines. On va jouer donc ce match. Alors, quelles sont les nouvelles des éperviers? Ont-ils encore le cœur et la tête à cette compétition? Le staff technique a-t-il autre chose à proposer? Autant d'interrogations que nous continuons donc de poser. Et voilà. Et puis, Togolais en club, coup d'œil habituel sur l'actualité des joueurs expatriés du Togo et la tranche des auditeurs à vous l'antenne. Dans le lit des éperviers d'LNDE, c'est avec la technique, comme certains vendredis, hein, elle est là, pieds en forme, la reine, Pélagie Mekoum, c'est comme ça on l'appelle. À la caméra, comme d'habitude, attention, c'est le chef, et l'homme à devant. Et c'est lui qui assure cette migration vers le www.sportfmtg.com et sur les réseaux sociaux. Au studio, ils sont là, comme d'habitude également. Ah oui, Franck Lunyama et Angelo Folikwe pour décortiquer les sujets. À la présentation, appelez-moi Aimé Lebon. DLN2, c'est parti. Voilà, nous on est en position. En tout cas, on ne sait pas trop si les éperviers sont également en position. Bonjour Angelo Folikwe. Bonjour Aimé, bonjour à toutes et à tous. En position? Toujours en position. Oui. De départ, d'envol. Franck Nunyama, salut à toi. Bonjour Aimé, bonjour à toutes et à tous. Toujours prêt? Oui, on est là. On est comme des militaires, toujours au front pour la bataille. Ah oui? Oui. Comme des militaires. Oui, un bon militaire. Très bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois en position de départ, comme il a dit, pour l'envol, comme il a toujours dit. Eh bien, sauf que les éperviers n'arrivent pas à s'envoler. C'est ça aussi le problème, le grand problème, Franck. Oui, c'est exactement le problème des éperviers. Et pourtant, ils ont des ailes. Ils ont des ailes. C'est des rapaces qui sont souvent, on va dire, très forts. Pas comme l'aigle, mais les éperviers également ont les moyens de pouvoir voler très haut. Mais les éperviers togolais ont du mal à voler très haut depuis quelques temps, depuis quelques années déjà. Voilà pourquoi d'ailleurs cette émission est créée pour fouiller et savoir ce qu'il se passe concrètement. Donc voilà, aujourd'hui il s'agit de parler des filles, il s'agit de parler des garçons, que les filles qui se retrouvent du côté de Koumassi et qui après 2 journées seulement sont obligées de regarder du côté du Bercail, comment sortir par la grande porte face au Niger. Donc voilà, il y a problème. Il y a problème. Et nous, on va trouver solution, comme d'habitude. Mais tous les vendredis, on tente de trouver la solution, mais apparemment, la thérapie qu'on est en train d'administrer ne semble pas, j'allais dire, ne semble pas s'accommoder. Ou alors, c'est nous qui faisons mal le diagnostic. Non, mais nous, on est à notre place. Hein. On est comme des sentinelles. On est en train de tirer la sonnette d'alarme. Mais on a l'impression peut-être que c'est le cycle de changement qui n'est pas vraiment enclenché pour l'instant. On a l'impression qu'il y a un travail qui a été fait, après ça a été complètement cassé, on reprend de nouveau, ainsi de suite. Et puis on balbutie. Oui, et vous avez toujours l'habitude de le dire, quand la pyramide elle est renversée, c'est compliqué de faire du colmatage. Hein. Pour l'instant, on semble faire ce genre de colmatage, et pourtant on sent également qu'il y a peut-être cette envie de commencer à la
base et progresser, mais parfois, je ne sais pas si c'est les circonstances ou bien les enjeux qui sont à l'horizon qui nous font courir. Et pourtant, je pense que si on prenait le temps de construire comme il se doit, tout doucement, avec le temps, on pourra quand même récolter les fruits, un peu comme ce n'est pas forcément une comparaison qui donne raison, mais aujourd'hui, quand on voit juste le cas du Sénégal, on a compris qu'on a quitté de loin, on est parti de très très loin, et aujourd'hui, tout doucement, on est en train de récolter les lauriers. Oui, c'est ça, il faut savoir travailler. Et puis, le problème aussi, c'est naturellement, ce n'est pas forcément de ne pas tomber, mais qu'à chaque fois que vous tombez, de savoir vous relever. Se relever, c'est important. Lorsque vous tombez et que vous prenez place là où vous êtes tombé, pour en faire un lit, il y a un problème. Vous n'y arriverez jamais. Ça devient un sommet dogmatique. Voilà, c'est ceux qui tombent, se relèvent et recommencent, tombent, se relèvent et recommencent qui réussissent. Il n'y a rien à dire, c'est une loi de la vie. Donc, lorsque vous tombez, vous relevez. Maintenant, on a comme l'impression que quand le Togo tombe, ben, on reste là. On cherche à je ne sais quoi et on reste. On reste, oui, mais on tombe, quand on tombe, on reste là, on cherche un oreiller. Et puis, le sommet devient confortable. Se mettre dans les meilleures conditions. Donc ça ne réussira pas. Et la preuve, on a encore un sujet avec les filles qui sont prises un peu partout pour constituer une sélection U20. Ben, pas de championnat, on est allé dans un groupe très compliqué, mais l'entraîneur avait voulu se donner du courage, avait voulu se donner une certaine légitimité en participant à cette compétition en disant que chacun a sa place. Aujourd'hui, il voit clairement que le Togo n'a pas sa place. Parce que là, après 2 matchs, ça fait 8 buts, aucun marqué. Donc, on va peut-être s'appuyer sur ce match contre le Niger, qui reste aussi l'un des petits poussés de ce groupe. Et cette équipe a pris 8 face au Burkina. Donc, on verra bien. Bon, voilà, donc vous le dites si bien. Épervier dames U20 avec le tournoi UFOA B, c'est au Ghana, a commencé précisément. Le Togo est déjà éliminé avant même de disputer le dernier match contre le Niger. Et Franck en parlait en l'instant avec 2 matchs, 8 buts encaissés, aucun de marqué. C'est aussi ça la statistique. Et on se pose beaucoup de questions par rapport à cela, mais qu'est-ce qu'il s'est passé? On va peut-être écouter d'abord la joueuse Sonia Zutepe. Elle s'est prononcée après surtout le match contre le Nigeria où ça a été pratiquement une douche écossaise. Donc 6-0 pour le Nigeria. Même si on nous dit, on trouve donc, comme d'habitude, des palliatifs. Oui, le Nigeria a présenté des joueurs hors normes. En tout cas, sur le papier, c'est moins de 20 ans. Peut-être des moins de 20 ans bien nourris. Ça veut dire qu'il faudra revoir également notre régime alimentaire. Allons, bien sûr, avec Pélagie, vous allez nous faire écouter Sonia Zutepe, justement, pour qu'elle nous dise ce qu'elle a pensé après ce deuxième match, ce deuxième revers dans les éperviers U20. Nos adversaires sont plus forts que nous, mais quand même, on a fait de notre mieux sur le terrain. Les 2 buts encaissés en 2 minutes vous ont démoralisé? Oui, effectivement. Dans les vestiaires, le coach aussi nous a beaucoup parlé, nous a bien placés sur le terrain. Nous-mêmes encore, nous avons communiqué entre nous et après le match a commencé. Le 3e match c'est contre le Niger dimanche. Entre vous, joueuses, l'objectif c'est quoi? L'objectif est que nous, les joueuses, on veut gagner ce match et rapporter cette victoire à la maison. C'est ça, oui. C'est toujours ça l'objectif. On ne joue jamais pour perdre, en fait. Mais bon, Angelo, c'est ça. Voilà la déclaration de Sonia, justement par rapport à ce match, cette explication, en tout cas, cette deuxième défaite. C'est vrai qu'on sentait venir cette défaite puisqu'on n'a pas pu faire grand-chose face au Burkina Faso. Bon, on se dit, face aux Nigériens, aux grands Nigériens, l'expression consacrée, c'est limiter les dégâts. Ça a été fait? Beaucoup auraient peut-être pensé qu'on allait prendre un peu, peut-être 7 comme le Niger, ou 8 même au-delà. Mais je pense que la formule consacrée, moi, même si je ne l'apprécie pas, mais bon, c'est notre pays. Je pense que pour le Nigeria, oui, c'était une montagne russe à arpenter. Et je dirais même à contourner. C'était un autre défi, justement, après le match face au Burkina Faso. Mais si vous êtes devant une montagne, il y a 2 solutions. Oui. Ou bien vous contournez parce que vous ne pouvez pas
monter, ou bien vous jouez à l'alpiniste et vous montez. Sauf que nos éperviers dames U20 n'ont pas eu, je pourrais dire, ce courage ou cette capacité. Je vais beaucoup plus miser sur la capacité, d'autant plus que ce sont des filles qui découvrent la compétition. C'est vrai, même situation pour les autres. Sauf que quand vous regardez un peu au fond de cette sélection, vous vous rendez compte que la majorité des filles ont 16 et 17 ans. Celle qui est la plus âgée, elle a 20 ans. Et aucune expérience, aucune. Face au Burkina Faso, face au Nigeria, ce sont des pays où, dans leur fédération, il y a quand même... Cette politique de football des catégories inférieures. Même si... Parfois, ce n'est pas régulier, mais vous sentez qu'il y a quand même quelque chose. Il y a une plateforme que l'on exploite. Et aujourd'hui, on ne peut que constater les dégâts. Et puis, quand je regarde un peu beaucoup plus en profondeur, je peux me rendre compte que cette sélection n'est pas allée à Koumassi pour ramener la coupe du tournoi. Et puis, rappelons une chose, dans ces genres de compétitions, les tournois UFOAB, puisque ça se déroule également au niveau des garçons, ce n'est pas une forme d'éliminatoire pour aboutir à une compétition officielle de la CAF. Non. C'est beaucoup plus une plateforme réservée à des sélections, histoire de s'aguerrir, d'avoir plus d'expérience et petit à petit monter les différentes sélections qui pourront plus tard participer à ces phases éliminatoires-là. Pour terminer juste pour ce sujet-là, oui, je pense que la marche était trop haute pour les éperviers, U20, dames. On se rend compte que le Nigeria, c'est trop grand. Et juste les 2 premières minutes de jeu, quand on voit un peu le placement et surtout les buts qui ont été encaissés d'entrée, on s'est dit, tiens, on est parti pour une bataille assez compliquée et inégale. Et à la fin, je pense que 6 buts à 0, on va pas voir le score, mais beaucoup plus l'attitude. Et je pense que les filles aussi ont eu tellement peur de l'adversaire. La preuve, les précipitations dans les transmissions de balles, on n'arrivait pas à aligner 2-3 passes de suite. Le positionnement sur le terrain, même si la gardienne, par moment, a fait quand même des choses intéressantes, mais elle en a pris 6. Mais il faut garder le positif, c'est que cette sélection-là, je me dis que la fédération aujourd'hui semble travailler sur 3 ans, 4 ans. Oui. Et à partir de là, je pense que les prochaines années, on pourrait avoir quelque chose de potable. Oui. Franck, alors, ça on l'a dit, hein, bon, face au Nigeria, c'est bien sûr 6 buts, mais apparemment on a limité les dégâts. Alors, quels enseignements peut-on tirer de cette participation togolaise après justement ces 2 matchs et ces 2 défaites? Oui, je voudrais un peu parler d'abord du match contre le Nigeria avant de sortir des enseignements. Je pense que les filles ont joué la peur au ventre lorsqu'elles ont écouté le nom du Nigeria. Forcément, elles doivent paniquer parce que là, tout le monde connaît le Nigeria. Quant au football féminin sur le continent, c'est l'ogre. Donc voilà, elles ont eu peur, elles se sont précipitées. La preuve, elles ont pris, on va dire, 2 buts en 2 minutes en début de rencontre, ce qui les a complètement déséquilibrées. C'est déjà un faux pas parce qu'ils n'ont, ou bien elles n'ont jamais joué une telle compétition. Donc il faudra préparer les filles avant de les amener. Mais est-ce qu'il n'y a jamais eu cette compétition? Non, je pense que c'est la première. Chez les dames, c'est une première édition. Oui, c'est une première. Donc, c'est pareil pour les autres pays. Oui, pour les autres, oui. Sauf qu'en amont, il y a quelque chose qui se fait ailleurs. Et chez les autres, ils ont des bases. Les bases, c'est quoi? Le Bénin aussi. On évolue en championnat. Voilà. Le Bénin joue le championnat, pas le cas au Togo. J'ai comme l'impression qu'on a envoyé les filles à l'abattoir. Elles n'ont aucun recul par rapport à une telle compétition. C'est pareil pour les autres, d'accord, mais elles n'ont rien sur lesquels elles doivent pouvoir s'appuyer pour vraiment imaginer ce qu'il va se passer là-bas à Koumassi. Donc, c'est un peu qu'on les envoie, voilà, et elles découvrent. Donc, il n'y a pas d'issue, finalement. Donc, finalement, j'ai envie de les féliciter parce qu'elles ont su limiter les dégâts. Sinon, voilà. Ça va être... l'expression. Oui, mais consacrée. Faut pas avoir peur de le dire. Non, sinon, on va les encourager. Oui, on les encourage. Oui, c'est ce que je dis. Avoir pris 6... Merci d'avoir pris 6 buts et d'avoir limité les dégâts. Bon, voilà. Voilà. Mes filles, mes chéris, merci beaucoup. Et 8 buts sur les 2 matchs, ça veut dire que on est allé à la découverte. Je ne veux pas dire à apprentissage parce que rien n'a été fait à la base.
Et on sait qu'il va y avoir une telle compétition. On doit toujours prendre le temps de préparer le terrain avant d'envoyer une sélection. Parce que chaque fois, on dit hey, il n'y a plus place à cette histoire de Pierre de Coubertin qui dit l'essentiel, c'est d'y participer. Non. Non, et lorsque vous vous engagez pour aller faire quelque chose, pour aller, j'allais dire, défendre les couleurs. Il faut se préparer en amont. Voilà, les couleurs de votre pays. Ici, le Togo n'a même pas les moyens de défendre ses couleurs. Alors, on se demande qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas. Donc, les enseignements, c'est qu'on ne travaille pas, on ne prépare pas le terrain. Lorsqu'il y a une compétition, on prend une semaine. Regroupez-vous, mettez en place une sélection et puis allez participer à une compétition. Ça ne se passe pas comme ça. Bon. C'est du travail de longue haleine avant de pouvoir s'ouvrir sur des compétitions. Si on n'est pas prêt, il faut avoir le courage de dire on n'est pas prêt. Le Sénégal s'est fermé la porte pendant un certain nombre d'années. Aujourd'hui, le Sénégal gagne tout. Voilà, et c'est l'exemple, c'est la référence aujourd'hui sur le continent. Même les bouchons de bouteilles, ils sont là, ils sont prêts, ils veulent gagner. Oui, mais voilà. Mais ils sont curieux, ces Sénégalais, et puis bon, c'est bizarre ça. Les bouchons de bouteilles, tout ce qui est mis en jeu, ils sont prêts pour gagner. Mais c'est pas possible. Mais chers Sénégalais, vous aussi. Non, mais dis donc, même pour les petits, là, vous voulez prendre pourquoi? Bon, dans tous les cas, toujours après ce match contre le Nigeria, l'entraîneur, le pauvre Théophile Kpakpo Koumi, justement, c'est son nom. Lui, il espère que les filles vont sortir la tête de l'eau. Oui, déjà qu'ils ont limité les dégâts, oui, pourquoi pas. Bon, on va l'écouter tout de même et après on revient. On a bien démarré le match jusqu'à la 12e minute. Je suis connu, on nous a marqué un but et 2 minutes après, on nous a encore marqué. Ce qui a un peu découragé les filles. Elles ont soutenu jusqu'à quelques minutes de la fin de la première mi-temps. Elles ont encore marqué un 3e but. Au vestiaire de retour, elles ont pris confiance. Mais sous pression, beaucoup d'entre elles n'avaient jamais joué un tel tournoi. Sous la pression de l'équipe adverse, on a encore encaissé 3 buts. Souvent, ces buts-là sont dus à des coups de pied arrêtés. Donc, on va revoir ces choses-là. Contre le Niger pour le 3e match, pensez-vous qu'elles auront le mental et les jambes pour tenir? Oui, elles ont les jambes pour tenir. Déjà, après ce match, il y a eu une remobilisation côté des filles. Elles-mêmes, elles étaient parties se concerter parce qu'elles ont une mission. Le 3e match nous est très important. On ne va pas retourner à la maison les mains vides. J'ai vu qu'elles ont un peu grandi sur le plan mental. Je pense que de tels tournois vont les galvaniser pour pouvoir acquérir beaucoup d'expérience pour jouer le prochain match. Voilà, Théophile Kpakpo Koumi, c'est le sélectionneur des U20 filles ou dames, bien sûr. Bon, c'est les filles. Bon, d'accord. Oui, alors donc c'est un 3e match qui leur tient à cœur. Il faut gagner parce que c'est le Niger qui en a déjà pris 8 face au Burkina. Ouais. Oui. Dans ce groupe, c'est le Togo et le Niger qui sont les petits poussés. Oui, donc, puisque le Togo a déjà perdu 2 fois, même situation pour le Niger. Maintenant, il faut trouver le plus faible, ou bien la sélection la plus faible. Et chacun a envie de se déverser sur l'autre. Je ne sais pas si c'est les Nigériennes qui vont arriver à le faire, ou bien c'est les Togolaises qui vont pouvoir le faire de toutes les façons. Le Togo a l'envie. Ah, bon, on verra bien de toutes les façons. Elles ont envie de sortir par la grande porte, de battre le Niger pour sortir par les honneurs, qui sait, mais on verra bien. Il va falloir jouer d'abord avant, voilà. Oui, c'est ça. J'y crois. Ah oui? Oui. Est-ce que c'est parce que c'est le Niger? Absolument. Ah oui. Absolument. Parce que quand on considère les buts pris par le Niger face au Burkina et face au Nigeria... Mais le Niger a pris combien de coups face au Nigeria? 7. Ah oui, c'est ça. Les tarifs. C'est distribution. Le Nigeria est sans pitié, quoi. Distribution de gâteaux. Hein. C'est le Niger qui risque d'être le distributeur agréé de points. Distributeur automatique. Bon, allons-y. Non, mais je me dis, quand on considère à la fois le discours ou la déclaration de Théophile Kpakpo Koumi et de Sonia Zotepe, on est sans... objectivement positif. Et donc, c'est en cela, je me dis, j'y crois. S'ils ont juste pris 2
en inaugural face au Burkina Faso. Ça veut dire que juste avec un peu de réglage, d'efficacité devant, Tatiana Kayaba, qu'on a vu face au Burkina Faso, qui s'est un peu loupée. Je pense qu'elle avait envie également de bien faire. Elle sentait une pression elle-même. Elle essayait de porter l'équipe. Donc, derrière, il n'y a pas eu de lucidité. Je pense que si on arrive à régler ça avec elle, tout doucement, même si 2 buts, le Togo peut marquer ça au Niger et surtout rentrer à la maison avec ne serait-ce que, voilà, je peux dire une victoire d'honneur. Ça serait quand même intéressant. Et n'oublions pas que normalement, ça doit être un groupe qu'on doit garder sous la main et avoir des stages de gauche à droite, histoire de les faire grandir, parce que je le rappelle encore une fois, il n'y a qu'une seule fille qui n'a que 20 ans dans ce groupe-là. Les autres, c'est 16-17 ans. Donc, elles ont encore une grande marge de progression, comme on le dit. Et tout doucement, si on arrive à bien s'organiser autour de cette sélection, je pense que dans 4 ans, si on y va encore, en tout cas, il y aura des choses intéressantes. Le Nigeria, on ne cessera jamais de le dire, sur le plan continental, c'est une équipe, c'est une fédération qui est tellement organisée. Le pays même, il est tellement grand, je ne sais pas si c'est 10 fois, 15 fois le Togo, et pratiquement dans tous les États, ça joue au football. Le Bénin à côté, tout doucement, on a mis en place un championnat plus ou moins régulier, c'est intéressant chez nous. Le championnat semble dérouler à la fin du mois de juin ou en début du mois de juillet. Tout ça, entre-temps, en prenant en compte les différentes phases d'examen des jeunes filles et tout. Donc, pour simplement se dire que, tiens, c'est important. Et l'autre paramètre également qu'on a vu dans cette compétition, surtout face au Nigeria, vous voyez des dames, pour ne pas dire des femmes, qui semblent avoir moins de 20 ans, mais quand vous voyez la morphologie, mais attendez, puisque dans cette compétition... Mais c'est quand même le Nigeria. Oui, justement, c'est que ça prouve encore une fois que chez eux... Les filles sont aussi grandes que le pays. Et aussi l'autre paramètre, c'est que dans ce genre de compétition, on n'exige pas, on n'est pas tellement, je dirais, rigoureux sur le respect des âges. Quelqu'un qui a 30 ans, mais qui vous présente un passeport sur lequel, bon, il est né en 99 ou en 2000, ben voilà quoi. Vous faites avec le papier, le document officiel qui vous a remis. Sauf que dans la réalité, quand on voit les biceps, on voit les mollets, on se dit, ah non, c'est ma grande sœur, sinon c'est ma maman. Mais là, donc malheureusement, c'est aussi un cas. Donc vous voulez dire que les Togolaises ont joué contre leur maman? Oui. Oui, je l'ai dit haut et fort. À voir les images que nous avons, en tout cas, recueillies sur les réseaux sociaux et tout, oui, les filles togolaises ont joué contre leur maman. Voilà. Ah oui. C'est sévère, hein. C'est sévère, mais pas méchant. Bon, donc, pas du tout. Franck? Oui. Alors, était-il important d'envoyer les filles à ce tournoi lorsqu'on sait qu'il n'y a pas de championnat, il n'y a pas de compétition, il n'y a rien du tout? Bon, ben voilà. Est-ce que c'était si important? C'est à la Fédération togolaise de football de répondre à cette question. Elle se pose. D'ailleurs, parce que là, il n'y a pas eu de championnat ici, à ce qu'on sache. Les filles n'ont pas joué pour avoir, on va dire, une certaine cohésion. La sélection n'a pas été mise en place dans les meilleures conditions, dans les délais. On les a ramassés un peu dans les centres de formation. Voilà, pour aller faire, on va dire, je ne sais pas si c'est une sélection à proprement parler. Bon, c'est juste un regroupement. Voilà. Et puis, il y avait un autre paramètre également qu'il ne faudra pas oublier, Angelo et Franck. C'est lequel? C'est surtout la confession des dossiers. C'était pour avoir la croix et la bannière. Pour avoir le passeport. C'était la croix et la bannière. Oui, mais voilà. Oui. Il y avait un problème terrible de absolument. Il a fallu que Yvette Clousset. Elle était au four et au moulin. Elle était au four et au moulin tous les jours. Entre, disons, la fédération, comment dire, la justice et le service de la documentation. Ça, c'est vrai ce que vous dites. Vous imaginez? C'était si difficile. Oui. Non. Mais ce que vous dites, ça semble un peu rigolo, mais c'est lourd à porter. Ouais. D'autant plus que vous avez un non sélectionné ou des non sélectionnés. Mais quand on demande les pièces qu'il faut pour justement enclencher le processus, vous vous rendez compte que l'acte de naissance n'est pas réglementaire, l'acte de nationalité, franchement, ce n'est pas ça, ou ça existe avec un oncle qui habite de l'autre côté du pays. Elle n'en a du tout pas. Il y en a même qui n'en ont pas. Voilà. Il faut reconstituer le dossier. Oh là là, d'acte de naissance. Il faut commencer par là. Ouais. Il faut leur faire donc un acte de naissance, ou alors pour celles qui en ont
ça semble tiré par les cheveux, il faut donc laisser tomber, on dépose le dossier, le service passeport renvoie, enfin, comment dire, oui, mais pense que le dossier là n'est pas correct, il faut refaire, il faut laisser tomber, aller chercher une autre fille, mais écoutez, ah oui. C'est aussi ça. C'était un véritable parcours de combattant. Surtout qu'au niveau de la documentation nationale, vous n'êtes pas sans savoir qu'on veut toujours faire les choses dans les règles de l'art. Ah oui. Et ça, il n'y a même pas à négocier. C'est bon ou c'est pas bon. Ça, c'est clair. Il n'y a même pas à négocier là-dessus. Oui, mais c'est bon ou c'est pas bon. Dans tous les cas, le directeur de la direction, de la documentation, eh bien, il est clair là-dessus. Oui. Mais moi, voilà les conditions qu'il faut pour avoir les, comment on dit ça là, les documents, mais sinon, il n'a pas rempli les conditions, en tout cas, bon, parce que c'est des problèmes qui se posent surtout avec les footballeurs et les footballeuses. C'est aussi ça, le problème, Angelo. Vous l'avez dit. Et vous ne pouvez pas comprendre qu'à l'heure où nous parlons en 2023, un seul joueur puisse avoir 3 actes de naissance, c'est ça. 3 passeports, pour ne pas dire 4, un seul individu. À un moment donné, mais on se demande là où on va. Et on sait très bien que dans ce genre de pratique, le revers de la médaille, les conséquences sont tellement légion. Et je pense qu'il va falloir continuer la sensibilisation vis-à-vis des parents, les agents de joueurs ou de joueuses, et nous-mêmes en tant qu'hommes des médias, parce qu'à un moment donné, nous aussi, avec nos réseaux, on passe par certaines combines pour ne serait-ce que adoucir un peu le processus, parce que, ah non, il faut arrêter ça, parce qu'il faut faire les choses dans les règles de l'art, c'est très important. Oui, c'est très important en tout cas par rapport à cela. Et je crois qu'on a dit l'essentiel. Le 3e match, c'est contre le Niger. On va espérer justement que... dimanche. C'est dimanche, justement, après-demain. Et donc, on va espérer que les filles fassent un bon jeu. Oui. Déjà contre le Nigeria, ben voilà, il paraît qu'ils ont fait qu'elles ont fait, que nous disons toujours, on a limité les dégâts. Et Angelo est allé loin en disant que les filles ont joué contre leur maman. Jouer contre ses mamans, j'ai l'impression qu'elles devraient être fatiguées plus. Plus âgées qu'elles, c'est mieux. Parce que maman, on sait ce qu'il y a derrière. Je voudrais rapidement réagir sur la question que vous aviez posée entre-temps. Était-ce nécessaire que nous puissions nous engager? Je peux dire que nous ne sommes pas obligés, mais il est aussi bien de saisir l'occasion, saisir l'opportunité. Oui, pour s'enquérir de certaines expériences. Oui, même si, Franck n'était pas d'accord que l'on prenne autant de buts. C'est vrai, ça fait mal pour le citoyen lambda, le public sportif. C'est Franck qui n'est pas d'accord. Non, je parle de son analyse. Je parle de son analyse. Mais je parle de son analyse. Moi non plus, je ne suis pas content. Mais juste pour dire que ne nous fixons pas, ne nous focalisons pas seulement sur les buts encaissés, mais voilà la production. Se dire que oui, il y a déjà un début. Il faut continuer. Le problème souvent au Togo, à tous les niveaux des différentes sélections, c'est qu'on démarre bien, on a un bon projet, mais c'est la suite, la continuation qui n'est pas suffisamment bien exploitée. À un moment donné, il n'y a pas de regroupement comme il se doit, on n'anticipe pas dans l'organisation, la planification, et on est devant le fait accompli. À un moment donné, on se dit, tiens, voilà ce qu'il y a comme résultat, et ça aussi, c'est pas bon. Il faut arriver à améliorer ça et à corriger cela pour les prochaines fois. C'est l'éternel problème, en tout cas, du football togolais et des différentes sélections, on revient. D'une sélection à l'autre, Franck, nous allons parler maintenant de la sélection U20, cette fois-ci des garçons. On a parlé tout à l'heure des filles. Bon, voilà. Pour les garçons, en tout cas, c'est des compétitions qui sont organisées régulièrement à l'international, sauf que nous, on n'est jamais prêts, comme d'habitude. 3e stage de ces U23, de ces U20, voilà, garçons, pour préparer le tournoi UFOA B, toujours, de la catégorie. Ça a lieu donc en Côte d'Ivoire, en juillet prochain. Alors, j'ai envie toujours de poser cette même question. Ça devient donc une sorte de rengaine. Que peut-on attendre de cette équipe? On ne va rien attendre. On y va, comme toujours, pour participer. On va aller apprendre. Et après revenir. Oui, on est dans l'éternel. Ça fait 30 ans qu'on apprend. L'éternel apprentissage. Donc, parce qu'on ne change pas la façon de préparer ces genres de compétitions.
pense qu'il faut travailler sur le long terme, sur la durée, prendre le temps de pouvoir préparer ces jeunes-là depuis, on va dire, les 15 ans jusqu'aux 19 ans. Comme ça, ils auront beaucoup plus de matière, ils auront beaucoup plus d'arguments pour aller sur ces compétitions. Ce n'est pas en allant chercher les gens de gauche à droite. Oui, toi, tu es bon, tu viens de ce centre, viens, et puis on regroupement et patatras, on se met là-dedans. Ça ne va pas marcher parce que c'est des préparations faites à la va-vite. Il n'y a rien derrière. Et puis, lorsque l'équipe se déplace, on est tous au courant de ce qu'il va se passer avant même que la compétition commence. Donc, voilà. Que doit-on attendre d'une telle sélection d'ici, on va dire, un mois? Rien. Mais ce qui est sûr, les U20, on les voit dans les clubs de D1, de D2 également. Et puis, comme vous l'avez dit, donc récupérer dans les centres de formation. Mais quand on dit troisième stage, ça veut dire quand même qu'il y a eu 2 autres. Oui. Sauf que là où le bas blesse, c'était pas sur une durée. C'était pas constant. À un moment donné, il y a souvent une cassure. Le championnat D1 qui est là, les jeunes sont souvent également occupés à ce niveau, sauf qu'ils ne jouent pas, puisque la plupart des entraîneurs ne font pas confiance aux jeunes dans notre championnat. Ils aiment beaucoup plus les produits finis. Et donc, ils sont là, juste, j'ai l'impression, pour gonfler le groupe. Et là, je pense que c'est une bonne fenêtre pour ces joueurs-là. Quand on considère ceux qui ont été appelés, 26 sont issus des clubs de formation du pays. Donc, quelque part, il faut saluer le travail des entraîneurs au niveau de tous ces clubs-là, que ce soit Kakadel, Doumbé, Ouara, et FSA, ou encore les centres comme Swallows ou Solingobu et tous les autres. Voilà, il y a du travail qui se fait, mais il n'y a pas de relief. Parce qu'il n'y a pas de compétition de jeunes. Et on ne cessera jamais de le clamer. Vous avez posé la question, quand ils iront, qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi, là où je m'inquiète un peu plus, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de jours pour eux pour travailler. C'est-à-dire qu'on sait très bien que l'actuel sélectionneur, à la fois, il est occupé au niveau de la SOTR et en même temps à la tête également de cette sélection. Donc, pour moi, son agenda est surbooké. Et là, il est obligé... Exactement. Ouais. Il est obligé de choisir tel objectif par rapport à l'autre, parce qu'on sait très bien que du côté de la SOTR, il a envie de finir au moins 3e du championnat, même s'il reste encore 2 journées. Et là, on sait très bien qu'au niveau de la sélection, ça demande plus de régularité, de travail continu avec les jeunes. Et quand vous posez la question à beaucoup d'entraîneurs, d'encadreurs de jeunes, ils vous diront que c'est là où c'est compliqué, parce que l'enfant, d'abord, il a un peu l'air distrait. Il faut avoir tellement de maestria pour lui expliquer beaucoup de choses et surtout avoir une tempérance qu'il faut, parce qu'il ne faut pas aussi crier sur les jeunes, même si on parle de moins de 20 ans, parce qu'il y a une méthode également à transmettre le discours. Je me dis, on va encore y aller... On va saisir l'occasion, même si des fois ça fait mal de voir des résultats qui ne sont pas en notre faveur, mais je pense qu'il faut saisir les opportunités, y aller, commencer quelque part, garder ne serait-ce que les leçons à tirer de ces choses-là pour améliorer, même si c'est vrai, nous aimerions aimer que le Togo également joue les premiers rôles dans ce genre de compétition, mais bon, pour l'instant, je pense qu'on n'est pas suffisamment aguerri pour faire la différence. Malheureusement, on ne tire pas les leçons. On tire tellement de leçons qu'on se demande comment on les utilise. Voilà, il n'y a même pas de conclusion qu'on tire et à la fin de ces compétitions, il n'y a même pas de bilan apparemment, parce que là, ça se répète depuis des années, depuis des siècles. Ça ne change pas. On attend la veille de la compétition pour demander aux sélectionneurs de mettre quelque chose en place. Et c'est ce qui se répète tous les ans, chaque année. Dans ces conditions, on doit être sûr que le Togo ne va jamais progresser. Je suis désolé. Oui, mais est-ce qu'il y a quand même un brin d'espoir par rapport à cette compétition? Est-ce qu'il y a un brin d'espoir quand même? Parce que moi, je n'en trouve pas. Je n'en trouve pas. Mais c'est régulièrement, ces U20, au moins, on les regroupe. Chez les garçons, chaque fois qu'il y a compétition, on les regroupe. On participe, mais et après il faut recommencer. Quand est-ce que l'expérience là va commencer à profiter pour le Togo? J'en sais rien, c'est parce que la conclusion, c'est que le travail ne se fait pas bien. Par exemple, lorsqu'on va se rendre en Côte d'Ivoire avec les U20 cette fois-ci, l'année prochaine,
ce n'est plus les mêmes joueurs. Ce serait un autre groupe. Oui, mais dans tous les pays, c'est comme ça aussi. Oui, non? oui, mais... C'est d'ailleurs pourquoi vous avez dit... C'est un travail continu. Prenez entre 15 et 18 ans. Pourtant, sachant que vous pouvez avoir au moins 2 éditions de compétition, 2 ans, 3 ans, 4 ans, avant qu'ils ne finissent, disons, la tranche d'âge là. Voilà, c'est un travail continu qui se fait ailleurs. Oui. Voilà pourquoi c'est soutenu. Ici, chaque année, c'est comme si on recommence. L'éternel recommencement ne permet pas au Togo d'être performant sur ce genre de compétition. Vous regardez aujourd'hui, il y a quelque chose qui est surprenant. La Gambie. Qui bat la France, dans la catégorie U20 en Coupe du Monde. En Coupe du Monde. Mais ce n'est pas du hasard. La Gambie. Mais il faut travailler, rien à faire. Ce que Franck dit c'est toujours le mythe est assez pertinent parce que oui, on commence quelque chose, mais on ne garde pas le même groupe. On se dit, à un moment donné, ceux qui sont là, vous n'êtes plus bons, ou bien vous n'avez pas été au rendez-vous comme je le souhaitais. Et puis... Donc on change complètement. 90% de ceux qui étaient là, allez, out, dehors, et on va chercher d'autres pour revenir. Et je pense que pour ceux qui suivent le football depuis des années, que ce soit ici au Togo, quelque part sur le continent ou ailleurs, mais il y a une question de régularité qui s'impose. Quand vous êtes toujours ensemble pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, à un moment donné, cette génération arrive toujours à faire la différence. Mais chez nous, on commence, on est ensemble pendant 12 mois, on chamboule tout, on se retrouve après, et c'est, comme l'a dit, c'est un éternel recommencement. À cette allure-là, on ira en Côte d'Ivoire, on reviendra avec les mêmes conséquences. Et je vous dis, la prochaine édition qui sera peut-être au Burkina Faso, au Niger ou ailleurs, on ira encore avec les mêmes situations. Dans tous les cas, voilà, c'est finalement, la conclusion, c'est que le mythe de Sisyphe est tellement respecté au Togo. On revient. Dernier sujet, en tout cas, de débat, c'est les qualifications CAN 2023. Avec cette 5e journée qui pointe donc à l'horizon, le Togo n'a que 2 points jusqu'à présent. Eswatini, donc, qui rencontre le Togo, en tout cas les boucliers du roi. Ils vont défendre justement leur roi là-bas, qui n'est pas très loin donc, de l'Afrique du Sud. C'est à Nelspruit. Le match va se jouer. C'est juste à côté. Peut-être qu'on a un palais royal là-bas. Mais les éperviers y seront. Alors, quelles sont les nouvelles des éperviers aujourd'hui, Angelo? Je pense que est-ce qu'ils sont prêts? Les habitués sont conscients de la situation. Quand on considère, je pense, les dernières déclarations de Labako Diofodo, de Lawson, non, qu'est-ce que je raconte, Fessou Plaka Mémé. On considère également les déclarations du capitaine Djenda Konam. Oui, ils sont conscients de la situation. Maintenant, ont-ils les moyens de pouvoir justement aller accrocher ou à décrocher cette hypothétique qualification? La question reste posée. Pour l'instant, il n'y a pas en tout cas de joueurs blessés, absents, déclarés officiellement à quelques jours de ce match contre les Swatini. Oui, ils sont tous là, chacun dans son club. Maintenant, la question qui revient, c'est de savoir est-ce que collectivement, ensemble, mentalement, sur le plan psychologique, ils sont prêts à aller justement défier les Swatini. Oui, Franck, avant de vous avoir, on peut écouter Paulo Duarte, justement, qui dit qu'il n'y a rien à faire que de travailler pour préparer le prochain match. Bon, l'objectif étant donc de rendre l'équipe plus forte. À peu près, c'est ce qu'il dit. On va l'écouter quand même, Paulo Duarte. Travailler, il n'y a pas autre chemin. C'est travailler. C'est travailler la finition encore. C'est travailler. Je ne peux pas hypothéquer toute notre qualité d'organisation, de travail, qualité de joueur, évolution, rénovation d'équipe. Je ne peux pas hypothéquer parce qu'on rate. Parce que nous, on ne cherche pas victoire. On cherche des objectifs. Qualification, grandir, évoluer. Une victoire à nous, c'est le chemin pour la 2e victoire. On cherche ça. Mais c'est comme ça. Si tout ça, quand tu me demandes si le travail est bien... Non, dans ma tête, je vais faire tout le possible, l'impossible pour que l'équipe soit à l'aise, pour que l'équipe soit confiante, pour que l'équipe soit plus forte chaque match, pour que les sporteurs croient plus en nous chaque match. Beaucoup disent aussi que
sur les changements, vous vous loupez des fois. La dernière fois, par exemple, on a fait rentrer, par exemple, le milieu de terrain Nyama Kate, alors que l'équipe voulait marquer. Il y avait Samuel Asamoah sur le banc. Souvent, le public vous accuse d'avoir manqué les changements pour renforcer les performances de l'équipe dans les dernières minutes, pour aller chercher l'adversaire. Oui, mais on crée 5-6 situations chaque match. C'est un peu bizarre, ça. Mais OK. Non, il y a des choses que le journaliste ne sait pas. Par exemple, cette chose, parce que je parle avec le joueur, Bebou m'a dit qu'il doit sortir parce qu'il ne se sent pas à 100%, une fatigue dans la hauteur, je ne sais pas si c'est la hauteur, c'est quelque chose, qu'il dit que 15 minutes plus 20 minutes, je dois sortir. Donc, sur le banc, j'ai 3 attaquants. J'ai Denke, j'ai Oro, j'ai Ouattara. Donc, par exemple, David Enen, même chose. Mais il vient d'une blessure. Est-ce qu'il était important qu'il joue ce match-là? Quel match? La dernière fois, puisque vous dites qu'il revenait d'une blessure. On joue dans un système 3-5-2. Je ne vais pas jouer avec 5 défenseurs. Sinon, je joue avec 5-3-2. Je joue 3-5-2. Je joue avec 2 ailiers. Un David Enen et un latéral gauche, Amouzou, c'est un latéral, mais avant, c'est un milieu aussi. Donc, c'est un joueur offensif. Et si je donne plus de liberté, il va plus. Je veux attaquer. Ben, voilà. Paulo Duarte qui semble plutôt accepter qu'il se loupe. Hein? Mais au même moment, il justifie cela. Oui. Il dit que les journalistes, si je veux paraphraser, n'ont pas la même vision que lui. On n'a pas la même lecture. Étant en dehors, peuvent ils dire savent des pas choses. ce qui se passe. Et il a donné l'exemple de Bebou, qui, par exemple, voulait sortir. Et il fallait le remplacer. Que c'est de gré qu'il l'a sorti. C'est sa décision, en fait. Donc, pour lui, c'est ce système de 3-5-2 qui permet quand même de mettre quelque chose en place. C'est pas une équipe qui veut défendre, mais une équipe qui veut attaquer. Maintenant, sur cette question, voilà là où il s'est loupé. Il dit qu'il veut attaquer, mais il sort un joueur offensif. Et il met un milieu défensif là-dedans. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Alors qu'il lui dit que j'ai des attaquants sur le banc. Voilà, donc c'est là où il y a problème, c'est difficile. C'est curieux. C'est très curieux. Bizarre. C'est très bizarre. Maintenant, il veut se justifier, on le comprend. Et à moins de 3 semaines d'un match aussi de la peur contre les boucliers du roi qui sont en confiance parce qu'ils sont arrivés ici, ils ont fait nul, match nul 2 partout contre donc dans leur Togo. tête, ils doivent gagner. Dans leur tête, psychologiquement, ils sont ça, c'est clair. Plus forts oui. dans la tête que les éperviers qui sont en doute. Puisque pour eux, il va falloir gagner pour se relancer, pour espérer. Les Swatini, s'il n'y a pas victoire, ce n'est pas un problème. Mais les Togolais sont obligés de s'ouvrir pour gagner ce match et espérer pour une qualification lors de la dernière journée. Donc, je pense que oui, pour le moment, il y a des joueurs qui jouent dans leur club, les Djen, les Kevin Denke, les Loïc Bessilé, les Romao, les Boateng, les habitués, on les connaît, ils jouent. Maintenant, est-ce que sur le plan grinta, sur le plan mental, sur le plan psychologique, c'est des joueurs prêts pour aller chercher une victoire à l'extérieur face à l'Eswatini, parce que le dernier match convaincant du Togo, c'était contre le Malawi en Afrique du Sud, là-bas où le Togo a gagné 1-0. Donc il va falloir retrouver cette confiance-là qui manque cruellement à cette équipe, parce qu'il le faut. Sur ce match-là, si le Togo se loupe, c'est fini. C'est vrai que ça va être compliqué, même mathématiquement, il y a encore espoir et on s'en tient à ce brin d'espoir-là. Mais s'il se loupe en Afrique du Sud, c'en est terminé. Mathématiquement, on est toujours dedans et c'est pour ça qu'on continue à faire ces calculs d'apothicaire. Mais ma question serait donc de savoir, est-ce que les joueurs ont encore le cœur et la tête à cette compétition? J'espère simplement que lorsqu'ils seront, s'il y a cette possibilité de se regrouper ici, on va prendre votre question et on ira leur poser ça. On va vous la ramener. Oui, mais vous posez une question assez importante parce que dans la tête d'un joueur, quand il s'agit d'enjeux, il y a beaucoup de choses qui traversent la tête, sur votre lit de repos ou de récupération. Même les discussions au niveau du petit déjeuner, lorsque vous trottinez sur la pelouse, vous vous posez des questions. Et aujourd'hui, et Paulo Duarte et ses hommes, croient-ils encore en cette qualification? Je me le demande. Personnellement, moi je dis non, le Togo
n'a plus en tout cas les forces, la capacité qu'il faut pour aller décrocher ce ticket. Au même moment, Paulo Duarte nous dit l'objectif ce n'est pas la victoire, c'est la qualification. Ben justement, bon, peut-être là il faut le comprendre, c'est pas sa langue. Il dit des choses voilà, que lui-même il ne maîtrise pas le contexte. Mais le match contre les Swatini, oui, on l'a déjà dit, ça doit être le match de la peur, mais aussi psychologiquement, s'ils sont conscients de la situation, je l'espère qu'ils le sont, et s'ils ont encore, ne serait-ce que ce brin de patriotisme-là, ils ne doivent pas baisser la garde en face au bouclier. Oui, on sait très bien que les Swatini va tout faire pour mettre, je pourrais dire, les bâtons dans les roues de cette équipe de Paulo Duarte, mais au même moment, il y a encore une possibilité sur les deux matchs. Maintenant, sur 6 points, le Togo est capable de prendre combien de points? 4? 6 sur 6? Je ne saurais le dire. Sur les joueurs que l'on a eus, sur les 4 premières journées, on a vu le rendement de ces joueurs-là. Honnêtement, nous ne sommes pas au rendez-vous. La preuve, nous sommes derniers de la classe. Et il reste 2 journées. Et c'est en ce moment qu'on va batailler dur pour aller arracher cette place-là au Cap-Vert, qui semble en tout cas mieux outillé et qui semble avoir plus, je dirais, de capacité à battre n'importe quel adversaire. Oui, moi aussi, je m'interroge sur cette question que vous venez de me poser. D'accord. Voilà. Ben, écoutez, d'une question, on reste bien sûr sur notre question. Franck, finalement, est-ce que le staff technique du Togo a autre chose à proposer? Non, comme quoi, par exemple, le patron a parlé. Il dit qu'il n'y a rien à faire que de travailler. Je ne sais pas si c'est, on va dire, le fond du travail qui se faisait, qui va être revu pour permettre à cette équipe d'être plus solide, d'être plus confiante, d'être plus forte, comme il le dit. Mais c'est lui qui devait apporter des réponses sur les matchs justement qui viennent pour que le public comprenne véritablement qu'il y a changement, qu'il y a des choses qui ont été changées. Et, par exemple, moi je propose toujours qu'en attaque, la combinaison là-bas et puis Kevin Denke ne marche pas trop fort. Est-ce qu'il ne faut pas changer quelque chose? Est-ce qu'il ne faut pas essayer autre chose? Essayer autre chose, avoir le courage aujourd'hui de dire monsieur, vous jouerez en tant que joker et qu'on change un peu les choses pour voir. Parce que c'est les mêmes choses. Comment l'animation au niveau de l'attaque peut... De l'attaque dans les phases terminales de l'offensive togolais, il faut bouger des choses parce que depuis très longtemps, c'est les mêmes répétitions et ça ne marche pas et ça pénalise la sélection. Voilà, donc on reste encore avec cette équipe togolaise. On ne terminera jamais sur ça jusqu'à ce que nous terminions également. Oui, le doute est toujours là, mais on continue quand même de galvaniser, de sensibiliser et de dire, bien sûr, à tous les Togolais, restons de cœur avec cette équipe des éperviers en espérant qu'il y aura un miracle. Tout est possible. Oui, le miracle, oui, ça peut revenir. Oui. Et Jésus, c'était avec lui le miracle. Bon, il y a 2000 ans, plus de 2000 ans déjà. Oui, mais voilà. Il pourrait y avoir un second Jésus qui va passer par le Togo. C'est possible. Sur l'un de vos mots tout à l'heure, en parlant de rester unis, je pense que ça doit être un paramètre également intéressant pour Paulo Duarte et Dienda Konam. C'est-à-dire que prendre le bâton de pèlerin en tant que capitaine, remobiliser la troupe, parce que là, aucune équipe ne va jouer un match en s'avouant vaincu. Non, les 90 minutes, elle est valable pour les deux sélections. Donc, surtout rester unis, discuter entre garçons en se disant, tiens, il y a encore cette possibilité-là de donner de la joie aux nombreux supporters qui sont d'abord ici et ceux de la diaspora. Oui, ce maillot jaune-là, on doit vraiment l'honorer. Pourquoi pas? Tout est possible. Dernier virage dans un instant. Le Togolais donc en club, c'est cette rubrique maintenant qui retrouve encore une fois Angelo Folikoué. Alors, Aimé, on s'est intéressé aux joueurs là dont aura besoin Paulo Duarte pour l'expédition du 18 juin. Vous connaissez les joueurs dont il a besoin? Bon, oui, sommairement. Oui, sommairement.
Il y a d'abord Elias Bebou, sûrement qui fera partie de la sélection de Paolo Duarte. Nous espérons qu'à 20 minutes de la fin, il ne va plus sortir. Vivement. Il a été buteur la dernière fois en championnat d'Allemagne avec son club Hoffenheim. Et oui, si rassuré la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont restés en Bundesliga. Et ça, je pense que Elias Bebou peut revenir avec la tête tranquille pour donner tout aux éperviers. Djenda Konam, lui également, attention, oui, il joue tous les matchs et toutes les minutes, sauf que pour l'instant, Retafe est dans de beaux draps, pour ne pas dire de sales draps. On attend de voir, on croise les doigts en tout cas pour notre compatriote et capitaine. Denke Kevin, oui, lui également, il est toujours en forme avec son club Cercle Bruges. Il a été buteur dans le match face à la Gantoise, soldé par 2 buts partout. Le club est classé 4e au niveau des playoffs du championnat belge. Nous parlons d'Amevor Maouna. Bon, c'est vrai que oui, c'est un pointillé. C'est un pointillé. Il reste qu'il est. Oui, il est trop lent selon le sélectionneur. 90 minutes dans les jambes avec FC Eindhoven. Kennedy Boateng. Son club, comment on dit, l'entraîneur de son club ne le trouve pas. Bon, d'accord. Autre épervier, il s'agit d'Alexis Romao, toujours égal à lui-même. Avec son club de Dionikos, il a disputé toute l'intégralité. En situation difficile. Oui. Non, toute l'intégralité du match, oui. Mais on sent que le monsieur répond toujours au rendez-vous de son club. On va terminer avec 2 autres informations. C'est Kennedy Boateng et Samuel Asamoah qui, sur les 2-3 derniers matchs, ne se retrouvent plus titulaires dans leur club. Dommage. Attention sur cette fin de saison. Et puis Gustave Akwesson également qui fait du bien à son club de Versailles. Il a eu 90 minutes à disputer avec son club de national au niveau de la France. Merci beaucoup, Angelon, pour le plaisir. Toutes ces informations concernant les expatriés togolais, et ça nous amène bien sûr aux auditeurs s'il y en a. On n'a même plus de temps pour les auditeurs aujourd'hui, mais on nous renvoie pratiquement aujourd'hui. Bon, ben écoutez, c'est pas grave, on se retrouve donc vendredi prochain. Franck, on dit quoi? Non, c'est avec plaisir, on va se retrouver et toujours continuer de parler et pour changer les choses. Merci Aimé, on se dit à bientôt à 8h. Dans tous les cas, les auditeurs seront fâchés contre, c'est pas moi, mais de l'autre côté, je ne sais plus qui. Allez, merci et à plus tard.